On s'est retrouvés à bord d'un chalutier crevettier. À bord de ce chalutier, le pilote, c'était un des capitaines les plus connus et reconnus de l'ensemble des flottilles de Guyane. Et donc, ce capitaine est venu me voir et il n'était pas content. Donc, je me suis dit, bon, il est peut-être pas content parce que voilà, c'est en gros les écolos qui sont venus interférer dans le secteur de la pêche. Effectivement, il n'était pas content, mais il m'a dit pourquoi. Il m'a dit, Laurent, pourquoi est-ce que vous êtes intervenu aussi tard sur les captures accidentelles? Pourquoi est-ce que j'ai pêché pendant 25 ans sans TED en Guyane? Il m'a dit, moi, la première nuit que j'ai passée à bord de mon bateau, il y a plus de 25 ans, quand j'ai compris ce que ça voulait dire que de pêcher la crevette, quand j'ai compris ce que ça voulait dire en termes de destruction d'espèces, bien au-delà de la crevette, des centaines de poissons, des dizaines de tortues et de dauphins, je n'ai pas dormi les premières nuits que j'ai passées à bord de mon bateau, tellement j'étais choqué de l'impact que notre pratique avait sur l'environnement. À la nuit tombée, sur la plage de Remire-Montjoly, la mer fait des remous. Parfois, on voit la mer se fendre et en sortir péniblement un animal préhistorique, maladroit sur le sable. À la lumière de la lune, la tortue se hisse sur la plage, cherche le sable qui lui convient le mieux, ni trop humide, ni trop sec, et creuse. Creuse jusqu'à ce que ses nageoires postérieures lui indiquent que oui, c'est bon, elle peut pondre. Là, elle soulève ses pattes, les repose, inspire, pond, expire, et recommence. Elle rebouche ensuite son trou et tourne sur elle-même, tasse le sable sur plusieurs mètres pour faire illusion, pour qu'un œil affûté ne puisse jamais trouver son nid. De temps à autre, une larme coule sur sa petite tête. Les pleurs de la tortue, c'est le signe de son inadaptation à la plage, elle qui a besoin de l'eau, de la mer. Alors, on la verra s'en retourner péniblement à la mer, laissant son nid sur la plage. Ce spectacle est de plus en plus rare, même en Guyane pourtant foyer de ponte de 4 espèces de tortues. Les populations de tortues marines sont en diminution drastique, elles qui pourtant ont plus de 150 millions d'années et ont surmonté toutes les crises climatologiques. Chaque année, partout dans le monde, des centaines de milliers de tortues marines meurent noyées dans les filets de pêche côtière ou dans les chaluts des pêcheurs crevettiers. Aujourd'hui, un épisode en immersion dans les eaux guyanaises, à la rencontre de ceux qui luttent jour après jour pour que les pêcheurs ne prennent plus de tortues dans leurs filets. Un épisode vecteur de changement global qui donne espoir. Oui, on peut changer les choses et faire que chacun en sorte gagnant. Un épisode avec Laurent Kell, responsable du bureau Guyane au WWF, Damien Chevalier, chercheur au CNRS, et Tony Nalovic, ingénieur Alioute au Comité régional des pêches de Guyane. L'effet Panda, c'est le podcast où l'on rejoint l'engagement des acteurs sur le terrain, où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'effet Panda, un podcast WWF. Alors la Guyane fait partie des territoires qui sont très riches en espèces de tortues marines. Il y a 7 espèces dans le monde et en Guyane, on peut en trouver 4 chaque année, 4 espèces différentes qui viennent pondre et exceptionnellement une 5e espèce. Donc c'est vraiment énorme en termes de diversité et c'est aussi énorme en termes de quantité puisque chacune de ces espèces sont vraiment des populations parfois d'importance mondiale qui viennent se reproduire en Guyane. Laurent Kell, responsable du bureau Guyane pour le WWF France. Quand il a commencé à travailler en Guyane, à la fin des années 90, c'était déjà sur la thématique des tortues marines. Un sujet inévitable en Guyane, qu'il a accompagné tout au long de son engagement au WWF. Moi, j'ai eu la chance, dès ma
première soirée passée en Guyane, d'aller directement sur un site de ponte et d'avoir à quelques mètres de moi des tortues vertes et des tortues luttes qui pondaient simultanément. C'est vraiment un moment assez magique d'être sur une plage, sous les tropiques, sous une voie lactée exceptionnellement lumineuse et d'avoir autant de facilité d'accès à un spectacle qui est en général très rare. Donc les premiers instants sont souvent les plus fragiles, entre guillemets. On est à la fois plein d'espoir pour de voir enfin cette tortue sortir de l'eau, mais c'est aussi le moment où cette tortue est la plus vigilante, puisqu'elle sort de son milieu préféré et principal, et elle découvre ce territoire totalement hostile qui est la plage, qui est le territoire terrestre. Et donc la tortue, quelle que soit son espèce, est extrêmement farouche à ce moment-là, et c'est vraiment le moment où, encore plus que pendant le reste de la ponte, il faut être extrêmement vigilant et précautionneux pour éviter de déranger la tortue. Une fois qu'elle sera sortie de l'eau, en général, elle va passer un quart d'heure à 30-40 minutes à trouver un endroit qui lui semble propice pour la ponte, et elle va commencer ce qu'on appelle le balayage, c'est-à-dire un mouvement des nageoires avant, des nageoires arrière, pour progressivement installer son aire de ponte avant de creuser avec ses pattes arrière ce qui va devenir son nid. Puis la ponte réelle se déroule. Donc la ponte, c'est en termes de dépôt de ses œufs, ça ne dure pas plus que 10 à 20 minutes en général, c'est relativement rapide. Mais par contre, cette ponte va être suivie bien sûr du rebouchage du nid et d'une période plus ou moins longue de 30 minutes à 1 heure qui va amener la tortue à balayer la zone avec ses grandes nageoires avant. Ce qui fait qu'à la fin de ce phénomène, on voit une grande zone de sable qui aura été largement balayée, mais qu'il est très difficile de trouver l'endroit exact où les œufs auront été déposés. Et in fine, bien sûr, la tortue, souvent très fatiguée, va retourner à l'eau pour quelques jours, en général entre 7 à 10 jours, avant de revenir pondre, entre 3 et 10 fois en fonction des espèces et en fonction des périodes. Et après, qu'est-ce qui se passe? Donc elle laisse ses œufs, elle retourne à la mer? Alors, après la ponte, les œufs sont laissés en incubation totalement naturelle. La femelle ne va plus du tout se préoccuper du devenir de sa progéniture. Et donc, si tout se passe bien, au bout d'à peu près 2 mois, les œufs vont éclore. Donc, ils sont entre 30 à 70 cm de profondeur, enfouis sous le sable. Et donc, les œufs éclos vont donner donc naissance à ces émergences, ces toutes petites tortues, qui vont former des colonnes qui vont collectivement essayer de remonter vers la surface. Ces remontées prennent 1 à 3 jours en fonction de la profondeur, en fonction des espèces, etc. Une fois que ces tortues sont arrivées à la surface, en général de nuit, c'est-à-dire quand elles perçoivent une baisse de température du sable de surface, elles vont très rapidement sortir du sable et aller vers le point le plus lumineux qui, en conditions naturelles, indique la direction vers les vagues. Et donc, il est important que tous les éclairages à proximité des sites de ponte soient le plus atténués possible. Et elles vont se précipiter vers ce point lumineux pour l'atteindre le plus rapidement possible, puisque pour ces petites tortues, le sable, la zone terrestre, ça reste aussi une zone très hostile où un certain nombre de prédateurs peuvent se trouver. Et elles vont atteindre les premières vagues et se précipiter dans ces premiers flots. Là aussi, des prédateurs les attendent, souvent des poissons. Et les survivantes vont commencer un cycle assez mystérieux qui va durer plusieurs années de grandissement au travers des grands courants océaniques. Et ce cycle est après relativement mal connu aujourd'hui, puisque c'est très compliqué de suivre des petites tortues qui font quelques dizaines de grammes et qui, quand on va revoir au moins les femelles sur les plages, vont peser quelques dizaines à quelques centaines de kilos. La ponte des tortues, même en Guyane, est un spectacle de plus en plus rare. Par exemple, pour la tortue lutte, on a perdu plus de 80% des effectifs de ponte en 10 ans. Dans les années 2010, en Guyane, on comptait entre 5 000 et 10 000 pontes par an. Il y en a aujourd'hui uniquement quelques centaines. Alors, à quel danger font face les tortues en Guyane ?
C'est vrai que les suivis historiques autour des tortues marines se sont focalisés sur les plages, puisque dans les années, on va dire, 60, 70, en gros, l'essentiel des menaces, c'était le braconnage des œufs et parfois des femelles de tortues marines quand elles étaient sur les plages. Donc, il a fallu se mobiliser sur ces sujets, et ça a été le cas, et c'est toujours en partie le cas aujourd'hui, puisqu'il y a en Guyane, notamment dans l'Ouest, encore des actes de braconnage en lien avec le Suriname. En parallèle, avec le déploiement, le développement de l'activité de pêche au niveau international, de nouvelles techniques de pêche sont apparues, des filets toujours plus grands, toujours plus hauts, toujours plus solides. Et ces filets sont devenus parfois de véritables barrières entre les tortues marines et leur zone de ponte, par exemple. C'est le cas très concrètement dans l'estuaire du Maroni, qui est partagé entre le Suriname et la Guyane, où par moment, du fait de la pêche illégale, on a plusieurs kilomètres de filets qui sont déployés juste en face des sites de ponte de la tortue luth. Donc c'est l'enjeu principal aujourd'hui pour les espèces de tortues marines, c'est vraiment la question des captures accidentelles. Les captures accidentelles, c'est le nom de tout ce qui est attrapé dans les filets des pêcheurs et dont ils ne veulent pas. Grands vertébrés, comme les dauphins et les requins, raies, tortues ou même poissons pour les pêcheurs crevettiers de Guyane. Les pêcheurs illégaux comme légaux attrapent des grands vertébrés et des tortues tous les jours. C'est une grande perte, surtout pour la Guyane, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont détruites. Par exemple, comme le requin, le ray. Dans quelques années, s'ils ne font pas quelque chose, on ne le verra plus. Non, on n'utilise pas, ça rebalance à la flotte une fois qu'on a ramassé les crevettes. On ne peut pas continuer à pêcher comme ça. Les pêcheurs, ils ont envie de participer à protéger l'environnement. Souvent, ça nous arrive de voir des tortues luth qui se font prendre, alors ça fait partie de notre patrimoine. Pour les protéger, mais on essaie toujours de les sauver, quoi. C'est pas évident. Alors, les pêcheurs illégaux viennent pêcher du poisson, mais ils utilisent des très très grands filets maillants dérivants qui peuvent faire 5-6 km de long, qui vont faire 3 à 7 mètres de haut, donc ce sont de véritables murs qui parfois sont déployés juste en face des sites de ponte, notamment dans l'estuaire du Maroni, qui est la zone entre la Guyane et le Suriname. Et donc, typiquement, quand on a ce genre de bateaux illégaux en face d'un site de ponte, en une seule nuit, il peut se passer des catastrophes. On avait nous-mêmes trouvé dans un seul filet de pêche illégale 11 tortues luth capturées. Donc, ça montre que ce genre de filet au mauvais endroit, au mauvais moment, peut avoir un impact très, très important sur ces populations. En parallèle, on a par contre la chance de pouvoir collaborer avec les pêcheurs de Guyane sur l'identification de solutions. Et c'est ce qu'on a fait avec les chalutiers crevettiers, donc une flottille semi-industrielle basée en Guyane et qui était indirectement responsable d'à peu près 1 millier de captures accidentelles de tortues olivâtres chaque année au large de la Guyane. On a proposé aux chalutiers crevettiers de Guyane de tester des systèmes qui étaient connus par ailleurs pour diminuer le risque de capture accidentelle de tortues marines. Et donc, c'est un projet que l'on a mené il y a à peu près une dizaine d'années maintenant. Donc, l'idée, ça a été de tester en bassin d'essai différents dispositifs d'exclusion des tortues qui s'appellent des dispositifs TED. Donc, on a bénéficié d'un appui technique de l'Ifremer sur ces premières phases. Et une fois que ces premières phases se sont déroulées en bassin d'essai, on a proposé au Comité régional des pêches de Guyane de tester eux-mêmes les différents dispositifs qui étaient connus par ailleurs pour être efficaces en termes de limitation des captures accidentelles. Attention, là, on va parler chalut et filet. Un chalut pêche en raclant le fond marin et capture ainsi une grande variété d'espèces. Si une tortue est prise par ce filet en forme d'entonnoir, elle est dirigée vers le cul de chalut qui récupère crevettes et poissons. Le TED, Turtle Excluder Device, système d'exclusion des tortues marines, est une grille placée à l'entrée du cul de chalut. Elle permet d'évacuer, grâce à une ouverture dans le filet, toutes les tortues marines, dont la plus grande espèce au monde, la tortue luth. Alors, le chalutage crevettier, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un chalut? C'est une sorte de grosse chaussette qui traîne au fond de l'eau. Et vu qu'il s'agit de capturer une crevette, la maille de ce chalut, de cette grosse chaussette, est toute fine. Et tout ce qui est plus gros qu'une crevette reste emprisonné dans ce filet.
L'idée du TED, c'est d'installer au milieu de cette chaussette un grand peigne, un grand filtre qui va bloquer tout ce qui est beaucoup plus gros qu'une crevette. Et donc les grands poissons, les grands requins, mais bien sûr aussi les tortues et les dauphins. Et cette grande grille amène progressivement ces captures accidentelles à glisser jusqu'à un sas d'évacuation. Le fait de gagner en sélectivité, c'est-à-dire pour les pêcheurs de ne capturer que ce qu'ils cherchent réellement à capturer, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Ça leur permet souvent de travailler, d'avoir une pénibilité limitée à bord, d'avoir un risque limité aussi d'exposition à des espèces potentiellement dangereuses comme des raies ou des requins. Ça leur permet aussi d'avoir des espèces ciblées de meilleure qualité parce qu'elles sont moins écrasées par les captures accidentelles que quand ils pêchent de façon non sélective. Ici, tout a été question d'écoute mutuelle entre les acteurs du WWF et les pêcheurs guyanais. Ce que l'on cherche, c'est la durabilité des pratiques de pêche. C'est un travail conjoint qui a été mené en Guyane pour tester et adapter le dispositif TED aux chalutiers. Laurent et le WWF ont bénéficié très tôt du soutien sans faille de Tony Nalovic, biologiste marin qui travaille au CRPM, le Comité régional des pêches maritimes de Guyane. Tony a su convaincre de l'efficacité du TED et mobiliser les pêcheurs guyanais sur ces nouvelles pratiques. D'abord d'un chalutier qui pêche la crevette en Guyane, souvent on prend d'autres prises qui accompagnent la crevette qu'on cible. Ces prises n'ont aucune valeur économique puisqu'on les rejette, c'est une grande perte pour tout le monde. On trouve souvent parmi ces prises des requins, des raies, des poissons qui ont une valeur économique pour la pêche côtière et les tortues marines. Un des impacts le plus connus de la pêche crevettière, c'est l'énorme quantité de rejets. Pour 1 kg de crevettes produit, on considère qu'on rejette 9 kg de poissons en mer, morts. Lui-même fils d'un pêcheur crevettier chalutier en Guyane, le grand combat de la vie de Tony, c'est la sélectivité dans la pêche. J'ai passé ma jeunesse régulièrement avec des capitaines et familles de capitaines en babysitting. J'étais souvent sur les quais, en train de monter à bord des bateaux. Et donc moi, j'ai toujours considéré cette activité comme très proche de moi-même. En grandissant en Guyane, j'habitais pas très loin de la plage. On faisait aussi avec ma mère le voyage presque annuel. On allait aux plages de Awala et Limapo pour voir les tortues luttes qui pondaient. Toute ma vie, j'ai considéré que des tortues faisaient partie de l'environnement et des plages, pour moi, les tortues marines faisaient partie de mon enfance très proche ayant grandi en Guyane. Quand j'avais 18 ans, j'ai fait mon premier voyage en mer sur un crevettier. J'ai vu justement tout ce poisson qui pouvait accompagner la pêche crevettière. J'ai aussi pu voir sur cette première campagne en mer une tortue lutte prise dans le filet, une tortue olivâtre et aussi une tortue imbriquée pour le même voyage. J'étais quand même très touché par ça puisque mon père dans le temps avait 25 crevettiers en activité. Et très rapidement, j'ai fait l'extrapolation dans ma tête de l'impact potentiel de l'activité qui quelque part m'avait nourri depuis mon enfance et payé mes études et mes vêtements et mes voyages. Et je sentais vraiment une énorme culpabilité par rapport au gâchis que cette activité pouvait représenter. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on peut pas faire mieux. Et du coup, c'est vraiment ce moment-là où je me suis dit dans ma tête, je vais pas juste être biologiste marin, mais je vais être biologiste pour résoudre des questions de ces captures. Je savais pas que ça s'appelait des captures accidentelles ou qu'il y avait des questions de rejet. Je savais juste que c'était du gâchis et du coup j'ai poursuivi mes études avec en tête l'idée de pouvoir revenir et travailler sur ce thème-là. En 2005, dans le cadre de son travail, Tony entend parler du TED déployé aux États-Unis. Dans le même temps, il tombe sur des rapports expliquant qu'il n'y a pas de capture accidentelle de tortues en Guyane.
Révolté, il prend le problème à bras-le-corps et creuse la question du TED. Pourquoi le dispositif n'a-t-il jamais été envisagé en Guyane ? Je me suis pointé au bureau du WWF et j'ai dit, voilà, je m'appelle Tony Nalovic, je travaille à l'organisation de producteurs et il semblerait que vous êtes intéressé par les TED. Et du coup, on a commencé à échanger là-dessus. Le WWF m'a mis en contact avec des agents du gouvernement américain qui étaient des experts sur le TED. Je les ai appelés et j'avais beaucoup de questions très probantes sur le TED et son utilisation, les perceptions très négatives de l'outil, puisque j'avais quand même connaissance de cet outil et j'avais aussi l'impression que cet outil causait beaucoup de pertes de production. C'était juste les dires de tout le monde, mon père inclus. Et du coup, je me suis fait former avec le soutien du WWF. Je suis allé aux États-Unis et j'ai participé pendant 2 semaines à des échanges et des tests en mer de dispositifs TED. On pouvait même plonger et voir le TED en action sous l'eau. J'ai rencontré des pêcheurs et des scientifiques. J'ai posé toute une série de questions. Et en rentrant en Guyane, j'ai fait un rapport sur ces échanges. À partir de là, on a commencé à mettre des TED dans les chaluts et puis voir ce que ça donnait en mer. Tony revient des États-Unis avec le TED, mais ne s'arrête pas là. En protégeant les espèces marines, on peut aussi aider les pêcheurs. C'est déjà bien de ne plus attraper de tortues ou de grands vertébrés. Mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de ne pêcher que des crevettes ? L'histoire, c'est qu'on avait vu que le TED pouvait exclure des tortues, certains très gros animaux, comme des grosses raies, mais qu'en général, il n'y avait pas une grosse différence de capture entre le TED de base et pas de TED du tout. Et du coup, il y avait quand même ce problème de beaucoup de poissons. Et les capitaines, on disait, tu sais, c'est très bien ce TED, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose pour aussi utiliser ce TED pour se débarrasser du poisson ? Et du coup, on a décidé de commencer à jouer avec des espacements réduits entre ces barreaux. À partir de là, Tony, le comité des pêches, le WWF et les crevettiers chalutiers mènent une série de tests pour voir les effets du T-TED. En temps réel et en conditions, les crevettiers chalutiers pêchent avec et sans T-TED dans les eaux guyanaises. Lorsque les filets sont remontés, le pont est divisé en 2 pour séparer les prises de chaque chalut. Celui à gauche a pêché avec le T-TED, celui de droite sans. Donc là, on peut voir la différence de capture du côté T-TED et du côté sans T-TED. On peut voir que du côté T-TED, il n'y a pas de gros poissons, il n'y a pas de requins, il n'y a pas de raies, il n'y a pas d'acoupa. On peut quand même constater qu'il reste quand même du poisson dans la prise. On essaye de travailler là-dessus. Il y a d'autres engins sélectifs qui peuvent avoir des bénéfices utilisés derrière le T-TED, mais c'est sûr que le T-TED, vraiment c'est une avancée parce que tous les gros articles sont enlevés du filet systématiquement. On a un exemple avec une pêche sans TED, une avec TED. D'un côté, on a pêché pas mal de poissons de toutes sortes, des raies, des mâchoires en blanc, des acoupas rouges. De l'autre côté, on a que des petits poissons et beaucoup de crevettes. Maintenant, on va essayer de comparer, voir quelle a été la proportion de crevettes récupérées entre les deux. Au niveau du boulot, c'est plus facile à travailler. Effectivement, au niveau du tri, on a moins de grosses prises à évacuer. Et les crevettes sont moins écrasées, bien sûr. Donc plus facile à récupérer et à trier. D'un côté, ils ont fini de trier complètement la crevette et tout. Et l'autre côté, ils se mettent juste à la crevette. Ils ont trié les gros individus de raies, de mâchoirons, d'acoupas. Et maintenant, ils commencent à trier la crevette. C'est un plus pour les pêcheurs, c'est un plus pour l'environnement, c'est un plus pour tout le monde. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ça il y a 10 ou 20 ans. Tony convainc à tour de bras. Le chalut fonctionne mieux, la production ne diminue pas, on sauve les tortues et les grands vertébrés marins, les crevettes ne sont pas écrasées. De même, les chalutiers crevettiers de Guyane demandent alors l'installation du dispositif. Le WWF et le comité des pêches financent la mise en place du dispositif T-TED en Guyane, mais aussi la formation des pêcheurs pour une bonne installation des T-TED sur les filets. On ne s'y attendait pas à ce que la Guyane soit le modèle, au vu de tous les problèmes qu'on peut avoir dans la pêche, absence de formation, absence d'infrastructure, des énormes problèmes avec la pêche illégale.
on ne s'attendrait pas à ce que la Guyane puisse être le modèle en quelque chose. Et en fait, en termes de réduction de capture accidentelle et de proactivité en faveur de l'environnement, on montre des choses à l'Europe. La preuve, c'est que l'Europe a adopté une réglementation sur le TED qui sort de la Guyane. Donc on est capable en Guyane, notre petite Guyane, de faire évoluer les règles à l'échelle de l'Europe. Ça veut dire que quand ça marche, il n'y a pas besoin de forcer les gens à faire des choses. Et que si on s'y met ensemble, si on met les meilleurs technologistes et les meilleurs moyens de communication ensemble sur ce type de projet, on n'est pas en train de vendre du pipeau, on est en train de vendre des choses qui font du bien aux gens, qui font du bien à des pêcheurs et qui les rend très fiers de participer à ce genre d'initiative. Et justement, cette approche, donc cette collaboration qu'on a pu avoir avec le WWF, aujourd'hui, maintenant, ça s'est déteint sur l'autre activité de pêche majeure en Guyane, l'activité côtière, où on retrouve des armateurs et des capitaines qui sont très volontaires à vouloir tester des nouvelles choses. Des tortues olivâtres accidentellement prises dans les filets des pêcheurs au large de Cayenne et de Rémire-Montjoly. Des instants toujours difficiles pour les professionnels de la mer. On coupe le filet, on le laisse partir. Mais souvent, la tortue ne comprend pas ça, il s'enroule en plus. Mais on essaie un max de couper le filet et de le libérer. Un phénomène lié chaque année à la grande concentration de tortues olivâtres à proximité du littoral sur une zone utilisée pour la pêche côtière. Ces tortues ont un comportement de ponte particulier qui les amène à se regrouper en grand nombre, parfois plusieurs centaines de tortues qui vont arriver ensemble sur les plages, ce qui veut dire que quelques jours ou quelques semaines avant, elles forment des grands rassemblements juste en face des plages de Cayenne et de Rémire-Montjoly. Il n'existe que 2 grands sites de ponte pour cette espèce dans l'Atlantique Ouest, au Brésil et sur la zone de Cayenne et Rémire-Montjoly. Suite au succès de la mise en place du dispositif TED, le WWF et le CNRS s'attaquent ensemble au problème des tortues marines capturées par les fileyeurs côtiers. Grâce à des balises posées sur les carapaces des tortues depuis déjà plusieurs années en Guyane, les chercheurs ont pu identifier les zones d'alimentation en mer des tortues olivâtres pendant la période de ponte. Le programme Arriba, lancé par le WWF et le comité des pêches, permet d'alerter les pêcheurs avant leur départ afin d'éviter les captures accidentelles. Ils ont aujourd'hui un calendrier avec une carte et régulièrement des rappels du comité des pêches de quand est-ce que ça se passe. C'est vraiment quelque chose d'unique, ça n'a jamais été fait à ma connaissance ailleurs au monde, un programme où on dit à temps et en heure où ça se passe pour que les pêcheurs puissent volontairement, et ça c'est très important, volontairement sortir d'une zone de pêche. La majorité des pêcheurs disposent aujourd'hui d'instruments de navigation suffisants pour suivre ces indications et la plupart semblent prêts à les respecter. C'est un problème pour nous. Donc si on me donne une date précise et un endroit précis, moi je l'évite. Il n'y a pas de problème pour ça pour nous. Enfin, depuis 2010 que j'étudie les tortues marines, je vois des tortues qui viennent pondre, qui portent des traces de filets souvent, donc des fois elles reviennent à accrocher avec des filets, certaines ont des grosses blessures qui sont liées à des hameçons, des fois elles en ont dans la gueule, et donc là ça m'a amené aussi à me poser la question et à poser la question justement au WWF, au comité régional des pêches, quels pouvaient être justement les problèmes auxquels devaient faire face ces tortues. Et donc en fait, pour la petite information, j'ai à peu près 25% des tortues luttes qui portent des traces des blessures qui sont liées soit au filet, soit aux hameçons. Et donc c'est là mon inquiétude, parce que j'ai relié ça aussi avec la diminution du nombre de femelles qui venaient pondre. Et c'est là que j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme.
Et c'est là que c'est important aussi de travailler avec d'autres collaborateurs tels que le WWF ou le CRPM, notamment de Guyane, parce qu'on peut aussi rejoindre un peu toutes ces informations, quoi. Le projet Ariba, pour Arribada de Tortue, vous l'aurez compris, est piloté par Damien Chevalier du CNRS. Alors le projet Ariba, c'est un système d'alerte qui sera pour les pêcheurs, à la base pour essayer de limiter justement ces interactions avec les tortues olivâtres. Donc l'objectif, c'est déjà le premier qui était de localiser quelles étaient les zones d'alimentation des tortues olivâtres entre chaque ponte. Donc ça, on avait déjà équipé des tortues en 2013-2014 de balises Argos GPS. Donc ça, on l'a aussi mis en relation avec les zones de pêche des pêcheurs. Le but est de faire une cartographie des zones où se trouvent les olivâtres, mais aussi les pêcheurs. On sait que les tortues olivâtres viennent pondre la nuit, et notamment des fois en ariba, c'est-à-dire que c'est des aribadas qui se font de plusieurs centaines d'individus qui vont pondre au même moment sur les plages, mais ça veut dire aussi que c'est des tortues aussi qui partent en même temps de leur zone d'alimentation aux zones de repos et qui risquent de se prendre dans les filets. Et c'est là que c'est important justement de pouvoir prévenir les pêcheurs en leur disant attention, en fonction de tels paramètres, on est capable de prédire à quelques jours près, au moment où il y aura des aribadas. Se dire, à partir de la nouvelle lune, on sait que 4 jours avant et 4 jours après, il vaut mieux éviter de pêcher dans telle ou telle zone parce qu'il y a un risque de 70-90% de prendre des olivâtres. Donc voilà, ce système d'alerte qui va être créé et qui a commencé justement, ce projet a déjà commencé, aura vraiment pour vocation à limiter cette interaction entre les tortues olivâtres et les pêcheurs. Donc ça, c'était très important aussi d'avoir le recul des pêcheurs dans cette première phase, savoir s'ils étaient prêts justement à faire un effort par rapport à ces données. Et donc ça, c'est quand même très important parce que les pêcheurs sont la partie intégrante du projet, on ne peut rien faire sans eux. Donc là, dans ce projet, il faut absolument qu'ils adhèrent complètement pour avoir quelque chose de durable, un projet durable. Donc ça, c'est la première phase qui était en 2020, qui va se poursuivre en 2021. Et en 2021, les autres données qu'on va mettre à disposition des pêcheurs, ce sera les données de suivi satellitaire, c'est-à-dire que tous les comportements, surtout au niveau spatial, les positions de nos tortues olivâtres en temps réel, entre chaque ponte. Donc ça, c'est ces informations qui sont transmises déjà en temps réel aux pêcheurs. Moi, tous les travaux que je mène, c'est vraiment au service de la conservation. Donc, on ne peut pas protéger une espèce sans la connaître parfaitement, parce que là, j'en reviens encore aux tortues marines. Il y avait beaucoup de choses en fonction des balises Argos ou autres, surtout avec des données de localisation. On estimait que nos tortues étaient en alimentation à tel endroit, en repos à tel endroit, mais c'était complètement subjectif. Je dis là, moi, c'est ce qui me fascine là, c'est qu'avec les outils qu'on utilise actuellement sur ces tortues marines, on va pouvoir vraiment dire à quelle période de la journée nos tortues s'alimente, à quelle profondeur, justement, et là de pouvoir définir des zones où elle s'alimente vraiment et où elle se repose. Et quand je parle d'alimentation, c'est aussi quel type de proie elle consomme, et donc par la suite de définir quelles sont les zones où elle pourrait être le plus en interaction avec tel ou tel type de pêche, et aussi à quelle profondeur dans la colonne d'eau. L'objectif, c'est pas de faire de la protection en cloche, ça ne fonctionne pas. Par contre, essayer de définir des aires marines protégées mais ponctuelles, donc en fonction de certaines heures de la journée ou en fonction des mois, en fonction des migrations de ces tortues ou en fonction des périodes de reproduction, ça c'est vraiment crucial. Et donc ça, étudier en même temps comment fonctionne un pêcheur, comment il pêche, quels outils il utilise, à quelle profondeur, quel type de filet, avec quelle maille il utilise, quelle espèce il cible au niveau de la pêche, c'est très important pour nous parce qu'on va le confronter aussi à la même chose par rapport à une espèce de tortue en fonction de la période de reproduction ou de migration, quoi. Ce qui revient en permanence quand on évoque ces projets, c'est l'importance de l'implication des pêcheurs. Ce n'est qu'avec eux que l'on peut vraiment faire bouger les choses sur le terrain. Je pense qu'il n'y a aucun pêcheur qui est content de prendre un dauphin ou une tortue. Je veux dire, ça c'est faux, c'est complètement faux. Et moi, je suis très positif par rapport à l'avenir parce que on a, et j'en reviens encore aux pêcheurs, justement un métier qui est des acteurs de la mer qui sont très ouverts à la collaboration pour justement améliorer l'utilisation de ces ressources, ne pas prendre n'importe quoi, améliorer la sélectivité. Et ça, encore une fois, c'est en travaillant avec les pêcheurs qu'on y arrivera. C'est pas en les fustigeant, quoi. J'ai vraiment envie que ça change et grâce à ces projets, que ce soit Ariba ou Palika, j'espère juste que ça servira d'exemple pour l'ensemble justement des acteurs de la conservation qui se rendront compte qu'en travaillant vraiment de concert avec les pêcheurs, on peut soulever des montagnes et surtout arriver à protéger des espèces sur du long terme, quoi.
voit ici le rôle fondamental d'une organisation comme le WWF, voir ce qui se fait de mieux dans le monde et adapter la technologie à tous les environnements qu'il y a à préserver. Depuis 2019, grâce au soutien du WWF France, du CRPM Guyane et du gouvernement français, une réglementation européenne oblige tous les crevettiers chalutiers qui pêchent dans les eaux communautaires européennes de l'Atlantique Ouest et de l'océan Indien à être équipés du TED. Aujourd'hui, le WWF France mène un nouveau combat. Avec le soutien officiel de 12 partenaires, l'organisation a soumis au vote à l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, une motion qui demande à ce que l'Union européenne adopte des restrictions d'importation sur les crevettes tropicales sauvages. Cela permettrait de s'assurer que les crevettes importées en Europe proviennent de pêcheries qui n'impactent pas les populations de tortues marines, ce qui peut passer par exemple par l'utilisation du TED dans les chaluts. Cette motion a été approuvée à une large majorité le 4 novembre dernier. Le WWF et le CRPM Guyane poussent donc aujourd'hui pour une réglementation sur ces sujets au niveau européen, sachant qu'un tel cadre réglementaire existe aux États-Unis depuis 1989. À l'heure actuelle, sans réglementation, l'Union européenne représente la porte de sortie des pêcheries de crevettes tropicales qui ont un impact sur les populations de tortues marines. Aujourd'hui en Guyane, grâce au TED, il y a 95% en moins de captures accidentelles de tortues par des chalutiers qu'il y a 15 ans. Le dispositif TED, plébiscité par les pêcheurs, est la preuve que l'on peut trouver un modèle où tout le monde gagne. On retiendra de cette expérience que les changements de grande ampleur se font par la collaboration. Si l'on veut changer le monde et retrouver un rapport sain à la biodiversité, on ne pourra le faire qu'ensemble. L'Effet Panda est un podcast créé par le WWF France, produit par Léozer Studio, réalisé par Chloé Vibo, mixé par Louis Martinez, avec une composition originale de Jonathan Morali. Pour approfondir le sujet ou soutenir le WWF France, rendez-vous sur wwf.fr.